Terre de France, un parfum au service de notre pays. En vente sur la boutique de TV Liberté. Frappons plus fort. TV Liberté a multiplié par 3, parfois par 5 ses audiences en un an. Nous sommes désormais une force de frappe au service de nos idéaux communs. Cette nouvelle puissance de feu, malgré les censures, s'avère indispensable pour participer au libre discernement des Français. La presse alternative française doit peser dans les choix cruciaux de demain. Avec votre aide, elle va être en capacité, ici comme d'autres ailleurs, de contrer le camp de la renonciation, le camp de la trahison. Nous avons franchi un cap. Les chiffres ne mentent pas, ils ne trompent pas. Les nouvelles émissions arrivent, la mobilisation des équipes de TVL est totale, les talents sont là. Alors que se joue comme chaque année à cette époque le budget annuel de TV Liberté, je vous demande de répondre présent à notre appel en versant un don. Rejoignez la communauté de ceux qui, selon la très belle image de Sylvain Tesson, préfèrent vivre en plein vent que de survivre dans le formol résigné face à la puissance destructrice de l'ennemi. En avant, en plein vent. Frappons plus fort. Qui a dit que la Royal Navy était invincible? Pas moi en tout cas. Parce que si l'épopée napoléonienne est là pour nous rappeler sa supériorité sur les mers, il n'en a pas toujours été ainsi. En 1690, en pleine guerre de la Ligue d'Augsbourg, la flotte du vice-amiral Tourville remporte une victoire écrasante sur les Anglais et les Hollandais. Au cours de cette bataille navale d'envergure, les Français ne perdent d'ailleurs aucun de leurs vaisseaux. La France de Louis XIV se retrouve ainsi maîtresse de la Manche pendant un temps, une situation sur laquelle n'aurait pas du tout craché un certain Napoléon Bonaparte. Qu'est-ce que c'est dommage. Retour sur cette bataille trop souvent éclipsée par le revers de la Hougue, qui est survenu 2 ans plus tard, mais qui reste aux yeux de beaucoup la plus éclatante victoire de la France sur les Anglais en mer. C'est quand même pas rien. Entrons directement dans le vif du sujet, nous sommes en 1690 et la France du roi Soleil est engagée dans la guerre de la Ligue d'Augsbourg. En gros, à ce moment-là, notre bon Louis XIV a pour projet d'apporter son soutien à Jacques II d'Angleterre, évincé par les Stuarts et parti en Irlande pour essayer d'y rallier les catholiques. Une flotte française est envoyée pour y débarquer des troupes et les combats pour le contrôle de la Manche sont alors à leur paroxysme. Dans la Manche, justement, l'amiral Torrington contrôle une flotte anglo-hollandaise et une armée est même en train de se mobiliser dans le sud de l'Angleterre avec pour projet d'envahir la France. Ben voyons. Louis XIV décide donc de porter ses efforts sur la destruction de cette flotte hostile qui fait peser une menace sévère sur les côtes françaises et confie donc le commandement de ses forces navales au vice-amiral de Tourville. Tourville, en quelques mots, il est issu d'une famille noble de Basse-Normandie. Il est promu capitaine dans la marine de Louis XIV en 1668 et il se distingue au cours des nombreux conflits et expéditions contre les Turcs en Méditerranée, lors de la guerre de Hollande, pendant la campagne de Sicile, bref, un très bon pédigré. Saint-Simon nous dit de lui, je cite, qu'il possédait en perfection toutes les parties de la marine, depuis celle du charpentier jusqu'à celle d'un excellent amiral. Tout ceci le conduit donc logiquement à passer vice-amiral et à se voir confier le commandement des forces navales françaises à Brest en 1690. D'ailleurs, l'année précédente, lors de cette même guerre, le mec avait quand même forcé à coups de canon un navire espagnol à saluer le drapeau français. Ouais, à l'époque, c'était comme ça, je te salue, tu me mets un vent, bon, bah je te pilonne la gueule à coups de canon de 24 livres, et puis on va voir si tu me réponds. Est-ce que tu crois que c'est du respect? Bref, en 1690, Tourville prend le commandement de la flotte française stationnée à Brest et renforcée récemment par la flotte de Méditerranée,
avec pour mission de dérouiller la flotte anglo-hollandaise de la Manche, commandée par Torrington. Il quitte Brest le 23 juin et fait cap sur Torrington. Il aligne 75 vaisseaux de ligne et 4600 canons, ce qui est pour l'époque une force considérable, bien décidés à battre l'ennemi héréditaire. De leur côté, les Rosebeef, en particulier Torrington, commencent littéralement à faire dans leur bas de soie. Ils ont beau avoir reçu le renfort des Hollandais, ils ne disposent que de 57 vaisseaux et d'un peu moins de canons. Concrètement, Torrington, il sent qu'il va se faire soulever et il fait part de sa volonté de battre en retraite. Mais à Londres, on juge qu'il surestime la puissance navale des Français. Il est très critiqué et finalement, l'ordre lui est donné de livrer bataille. Le 10 juillet 1690, les deux flottes se font face en ordre de bataille au large du cap Bévesier. Tourville a la supériorité numérique, je l'ai dit, mais pas tant que ça au final sur le papier. C'est surtout son arrière-garde qui est supérieure à celle des Anglo-Hollandais. Mais pour ce qui est du corps de bataille principal, c'est plutôt équilibré en fait. Il faut bien se rendre compte de ce que ça représente une bataille navale rangée. À cette époque, c'était impressionnant. La flotte de Tourville, qui se déploie face à celle de Torrington, s'étire sur 10 000 nautiques, ce qui correspond à presque 20 km, c'est énorme. Bref, le combat s'engage donc en ce 10 juillet et les Britanniques vont se comporter comme des Britanniques. Pourquoi je dis ça? Parce qu'au début du combat, ils se contentent d'envoyer leur avant-garde qui est composée à 100% de navires hollandais. Et non seulement ils envoient les Hollandais au casse-pipe, mais en plus quand ces derniers commencent logiquement à se faire dérouiller, les Anglais ne les soutiennent même pas ou à peine et restent en retrait. Voilà pourquoi je dis à l'anglaise, hein, vous avez tout de suite reconnu le style. Enfin voilà, pendant des heures et des heures, les Hollandais prennent cher, très cher, et ils sont à peine soutenus par les Anglais. À la mi-journée, la bataille est déjà pliée. Les Anglo-Hollandais ont perdu 17 vaisseaux et les Français pas un seul, donc c'est vraiment une raclée. Le problème qui va se poser, c'est qu'après ça, les vaisseaux français sont emportés par le courant de la marée alors que les Anglais ont mouillé l'ancre et restent hors de portée des canons. En gros, les mecs, depuis le début, ils se sont contentés de sortir les pop-corns et de regarder leurs alliés se faire massacrer en toute sérénité. Franchement, des fois, quand je lis des trucs comme ça, et ça arrive genre chaque semaine, je me dis que si j'étais anglais, mais comment je pourrais vivre bien dans ma tête, quoi? Marcher la tête haute dans la rue, je comprends pas, c'est un principe qui m'échappe. Vers 21 h, quand la marée finit par s'inverser, l'heure est venue de poursuivre les Godons qui, eux, ont d'ores et déjà plié les Gaules. Sauf que Tourville va commettre une erreur, celle de maintenir la ligne de bataille, et il doit donc adapter son rythme aux navires les plus lents. Alors que de leur côté, les Anglais sont déjà en mode courage, fuyons, et ils ont déjà atteint l'embouchure de la Tamise, où ils sont désormais en sécurité. Tourville sera très critiqué pour ça, pour ne pas avoir été assez entreprenant, pour ne pas avoir réussi à exploiter son avantage jusqu'au bout et anéantir la flotte anglaise, car c'est bien ce qui allait se passer si la bataille avait eu lieu jusqu'au bout. Mais moi j'ai envie de dire, Tourville, quand il a maintenu la ligne de bataille, il était dans sa logique, quoi, la logique d'un homme de guerre normal qui vient de bousiller l'avant-garde ennemie et qui s'attend logiquement à affronter le reste de la flotte. Mais non, ce qu'il avait oublié sans doute, c'est que face à lui, il n'avait pas d'Artagnan, le mec, non, il avait des Britanniques et surtout ce gros cuck de Torrington. Mais n'assombrissons pas trop le tableau, cette bataille du Cap Bévesier, c'est bel et bien une victoire éclatante de Tourville, la plus belle du grand siècle et la plus grande victoire navale de l'histoire de la marine française contre les Anglais. Les Français ont dominé du début à la fin, ils ont infligé des pertes redoutables aux Anglais et ils s'en sortent sans un seul navire coulé. De plus, cette victoire permet à la France de Louis XIV d'être maîtresse de la Manche et cause une véritable panique en Angleterre où Torrington est d'ailleurs blâmé, accusé de trahison et son commandement lui est retiré. Moi, quand j'entends que la France a le contrôle de la Manche, ça me fait rêver, vous voyez, franchement, c'est pas le genre de truc qui arrive tous les 4 matins. Et si ça avait eu lieu quelques décennies plus tard, lors d'un certain Premier Empire, on aurait sans doute bien rigolé. Napoléon dira d'ailleurs plus tard qu'il lui suffirait d'être le maître de la Manche pendant 6 heures pour que l'Angleterre cesse d'exister. Bon, j'arrête, je me fais du mal avec ça. Quoi qu'il en soit, ce contrôle de la Manche sera très profitable à Tourville. Ça va lui permettre de protéger efficacement les côtes françaises en 1691 lors de ce qu'on appelle la campagne du large. Et pour finir sur de bonnes ondes, eh bien, je continue avec le parcours de Tourville. Certes, il va subir ensuite la terrible défaite de la Hougue en 1692 et cette défaite éclipsera totalement la victoire du Cap Bévesier. Mais lors de cette tragédie, même là, il se comporte admirablement. Grâce à son sens du commandement, il parviendra à sauver ce qui peut l'être, et Saint-Simon nous le dit très bien d'ailleurs, qu'il fit des prodiges et que
Bien qu'accablé du nombre, il sauva plus de navires qu'il ne pouvait espérer. Louis XIV lui-même le reçoit à Versailles et le félicite par ces mots « Monsieur, nous avons été battus, mais vous avez acquis de la gloire pour vous et pour la nation. » Et c'est justement à ce moment-là qu'il est élevé à la dignité de maréchal de France, une distinction dont il sera le premier étonné d'ailleurs, car je ne voulais pas préciser, Tourville est d'une incroyable modestie. Il aura ensuite l'occasion de venger justement cette bataille de la Hougue en 1693 au large de Lagos. Il s'empare de 80 navires marchands qu'on appelle le convoi de Smyrne et il inflige aux coalisés une perte considérable, plus de 30 millions de livres. Voilà pour Tourville et son destin d'exception et surtout n'oublions jamais cette bataille du Cap Bévesier car c'est notre plus belle victoire, notre plus éclatante victoire sur l'ennemi héréditaire. Et ce que cette victoire a de paradoxal, c'est que les Anglais n'auront dû leur salut qu'à leur propre lâcheté. Ça fait aussi partie des choses que j'arrive pas bien à comprendre, mais néanmoins, je trouve que ça la rend encore plus belle. Je vous laisse avec les mots du biographe de Tourville, Auguste Jal, afin de finir sur une belle note à propos de ce grand nom de la marine royale. Un vrai grand homme de mer, le plus grand marin de son temps, et qui n'a point été surpassé, brave autant que les braves, et avec cela beau, aimable, aussi bien au milieu de la cour que sur son vaisseau. Enfin, un vrai héros de roman, s'il avait vécu à l'époque de la chevalerie.